Donc une table ronde qu'on a appelée Retour d'expérience. Donc j'appelle donc Antoine de Clermont-Tonnerre. Donc vous êtes producteur. Vous avez travaillé notamment sur le produit Hannah Arendt. Vous avez été aussi président d'Unifrance. Et vous avez créé et vous dirigez la société MACT Production. Également Nicole Ringut, qui est donc productrice allemande et qui a beaucoup travaillé sur des coproductions internationales, comme Largo Winch par exemple, ou La Religieuse. Vous avez fondé et vous dirigez la société Belle Époque, une société de production, et vous êtes diplômé des ateliers de Ludwigsburg. J'appelle Anne Lesnick. Donc, vous êtes directrice de production. Vous avez travaillé sur des projets comme Confession d'un enfant du siècle, comme Nymphomaniac de Lars von Trier. Également Esther Waltz, donc costumière. Vous êtes de nationalité allemande. Vous habitez à Paris, donc vous connaissez bien les deux pays. Et vous avez travaillé sur de nombreux projets comme Confession d'un enfant du siècle. Et enfin, j'appelle Mathieu de la Mortière. Donc, Mathieu de la Mortière, vous êtes assistant réalisateur. Vous avez notamment travaillé sur La Belle et la Bête, une coproduction franco-allemande qui sort en février en France. Et vous êtes membre de l'AFAR, l'Association française des assistants réalisateurs de fiction. Nicole, je commence par vous. Vous avez appelé votre société Belle Époque. Donc c'est un nom assez français pour une société allemande. Est-ce qu'il faut voir derrière ça un message caché ? Bien sûr. Non, la réflexion se faisait quel est un terme ou une expression en fait, qui existe dans les deux pays, parce qu'effectivement je travaille beaucoup avec les Français et j'ai réalisé qu'il y a des mots ou des noms allemands qui sont imprononçables pour les Français. Alors, du coup j'ai choisi quelque chose qui dit une expression en fait, qui existe dans les deux pays. Et j'ai choisi aussi l'écriture française parce qu'a priori les Allemands ont moins de mal d'écrire dans les langues étrangères que les Français. Alors du coup, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors quelles sont pour vous, c'est une question que je poserai à chacun des participants à cette table ronde, quelles sont pour vous les principales différences entre travailler avec des producteurs français et des producteurs allemands, entre faire un film en Allemagne et faire un film en France ? En termes de production, ce qui concerne... Au niveau de la production, oui. Voilà, c'est surtout en termes de financement, il y a des grandes différences qu'on rencontre. Par exemple, l'Allemagne a beaucoup de fonds publics. Chaque région a un fonds public très puissant, plus ou moins. En fait, par exemple, moi, je suis à Cologne, dans la région de Nordrhein-Westphalie, qui est une région très riche. Du coup, les financements des films en fait, se font surtout en fait, sur des fonds publics, moins sur l'argent de chaînes télé, par exemple. Ce qui fait que souvent, même les films qui sont plutôt des films commerciaux sont financés à 80% par des fonds publics et qu'à 20% par l'argent privé, c'est-à-dire minimum garanti des distributeurs ou des chaînes, parce que les chaînes télé contribue à beaucoup moins en termes d'argent que ce qui se fait en France. Là, vous parlez uniquement des films de cinéma ou des films de cinéma et de télévision ? Cinéma, surtout, en fait. Parce que la télévision, c'est encore d'autres choses. La télévision, en fait, est financée par la télé et on peut rajouter aussi un fonds public comme une région, par exemple. Et on a parlé ce matin donc, du mini-traité. Est-ce que c'est aussi facile pour un producteur allemand d'avoir accès au mini-traité qu'un producteur français ? Ou est-ce que c'est difficile des deux côtés ? L'accès, je pense que l'accès est le même. La difficulté, c'est plutôt que souvent, quand on veut faire une production majoritaire allemande avec un français, c'est compliqué d'avoir le français à moins que 20%. De financement, parce que normalement, en fait, officiellement, on peut faire des coproductions à 90-10. Par contre, ça ne marche pas avec le système du CNC, avec le barème de 25 points. Il y a beaucoup de coproductions minoritaires allemandes qui se font avec la France, mais pas l'inverse. Ça, c'est lié en fait à un problème de système qui existe ici. Et je pense que
c'est un autre statut, en fait. C'est pas du tout la même chose, même si on pense que c'est la même commission, les mêmes gens qui décident. En Allemagne, le mini-traité, par exemple, se récupère à un autre niveau qu'en France. En France, c'est presque considéré, je pense, comme une subvention, parce que ça se récupère très tard. Chez nous, en fait, ça se récupère avec tous les autres fonds publics. Du coup, il y a vraiment pas mal de différences, comment c'est considéré dans chaque pays. Et donc dans les coproductions, vous n'avez pas accès au financement du CNC. Est-ce que c'est très gênant ça pour vous quand vous montez les projets? Ou est-ce que vous arrivez quand même à monter vos projets avec le soutien allemand? Quand vous faites des coproductions, oui, vous avez du mal à avoir le financement du CNC. Est-ce que c'est très gênant ça? Oui, non. Si on parle du mini-traité, je pense que l'accès d'abord est le même, comme ça a été dit. C'est plus compliqué d'être minoritaire français par rapport à un film allemand que l'inverse, parce que d'abord le système français est moins ouvert à la coproduction. C'est plus compliqué de retrouver 20% du financement en France pour un film allemand, par expérience. Et en effet, il y a un problème de réglementation du côté allemand, ce qui fait que je crois que ça va changer, mais que l'Allemagne n'accepte pas les 10%, et que nous, de notre côté, les 25 points coûtent cher. C'est-à-dire que souvent, si vous êtes obligé de financer les 25 points exigés par le CNC, ça vous amène à dépenser plus que ce que vous allez pouvoir trouver comme argent. C'est ça le problème. Alors, quand même, comme on a beaucoup de liens entre producteurs français et allemands, on finit par trouver les solutions, mais c'est un peu compliqué. J'avais juste une dernière question pour Nicole. Donc vous avez monté beaucoup de coproductions. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez? Première chose, en fait, c'est souvent mettre en place des équipes, parce que il y a quand même, c'est difficile en fait de trouver certains postes en Allemagne, par exemple, parce que quel type de poste, par exemple? Je crois le costume, Esther Walz, je crois c'est la personne qui prie toujours sur toutes les coproductions franco-allemandes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi un peu un préjugé en fait qu'en termes de costume, production design, c'est pas, on n'est pas aussi artiste peut-être en Allemagne qu'en France. Alors du coup, il y a peut-être un problème de confiance aussi, je pense. Qui règne, parce que par exemple pour la caméra, pour la musique, on a une bonne réputation, alors du coup il n'y a aucun problème. On nous fait confiance en fait quand on propose des gens. Souvent quand je propose des gens, en fait, ils ont sur leur CV des grands films allemands mais qui ne sont pas connus en France. Alors du coup, donc ils ont du mal à les vendre dans les coproductions. J'ai fait l'expérience que les gens préfèrent en fait avoir quelqu'un qui était en deuxième équipe sur un Tarantino, par exemple, Inglourious Basterds, qu'il était chef de poste en fait sur un grand film allemand, parce qu'on le connaît pas. Et ça, en fait, c'est souvent un problème de confiance. En fait, on propose des gens qui sont bien, mais finalement. Mais ce problème de confiance, vous le rencontrez de façon récurrente, ou c'est des cas particuliers que vous avez pu noter de temps en temps, ou c'est systématique à chaque fois vous Est-ce que vous aussi, Antoine de Clermont-Tonnerre, vous l'avez vu ce problème de confiance? Non, pas vraiment, pas vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de clichés qui circulent, et de ce point de vue, vous avez raison, qu'il y a des vieilles idées qui se promènent encore, comme quoi. Au niveau des décors, des costumes, peut-être qu'il y aurait moins de confiance du côté français. Moi, je ne crois pas. Je crois que maintenant, on a pris beaucoup l'habitude de travailler ensemble. Hein. Les coproductions franco-allemandes, il y en a quand même beaucoup. Et on a pris l'habitude de marier les équipes. Au niveau de la photo et du son, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai travaillé quand même maintenant, fait peut-être plus de 10 coproductions avec l'Allemagne. Franchement... il n'y a pas de préjugés sur le choix du directeur de la photo, de l'ingénieur du son et des autres postes. Peut-être encore au niveau des décors. Moi, je ne l'ai pas vécu, en tout cas. Je ne l'ai pas vécu. Et je pense que si ce préjugé existait encore, il va disparaître bientôt. Parce qu'on a tellement l'habitude de travailler ensemble que maintenant, les gens se marient très bien. Hein.
Tant mieux. Et donc vous avez fait beaucoup de coproductions franco-allemandes. Qu'est-ce que vous aimez quand vous travaillez avec l'Allemagne et qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est une question pour moi, ça. Qu'est-ce que j'aime? Bah, écoutez, moi, ce que je constate, simplement, c'est que j'ai dû en faire plus d'une dizaine. La coopération au niveau artistique et technique et financière, je dirais que c'est vraiment peut-être le meilleur partenaire que nous, Français, nous ayons en Europe. Je fais partie, peut-être malheureusement pour moi, d'une génération qui a connu la grande période des coproductions franco-italiennes. Et c'était à l'époque, l'Italie, de beaucoup notre premier partenaire. Et nous avions une intimité au niveau du scénario que nous n'avons jamais tout à fait eu avec nos amis allemands. Ça, c'est un vrai problème de culture au sens ancestral du terme. C'est difficile de mettre un auteur français avec un auteur allemand sur un scénario parce que nous n'avons pas la même structure de pensée, nous n'avons pas la même approche. Nous nous intéressons les uns et les autres souvent à des points différents dans l'histoire, dans la structure du scénario. Alors qu'avec un Italien, c'est complètement naturel puisque nous, Français, on doit tout aux Italiens historiquement et culturellement. Donc, à part ce point-là, qui est un point très intéressant d'ailleurs, parce que ça aboutit parfois à des discussions totalement imprévues entre Allemands et Français. La coopération alors, financière et artistique, on a deux systèmes qui se combinent très bien, parce que notre système français est quand même philosophiquement basé sur des critères culturels avant tout, et le système allemand est basé sur des critères économiques et d'emploi avant tout. Donc si on a un peu d'expérience et si on connaît bien les systèmes, moi je connais bien le système allemand et les partenaires avec qui je travaille connaissent très bien le système français, donc on sait dès le départ comment on va pouvoir se marier. Et beaucoup maintenant, les rencontres franco-allemandes sont quand même un succès. C'est tellement un succès qu'on a du mal à trouver chaque année un sujet de conflit, quoi. Moi, j'ai participé à des discussions à Unifrance, parce que j'y étais, où vraiment on se grattait la tête pour trouver un sujet de conflit pour faire que les discussions soient intéressantes. Mais donc voilà, qu'est-ce que je regrette? Je regrette pas grand-chose. Ce qui fait une particularité du système allemand, c'est qu'il est régional et que la structure de l'industrie allemande est divisée entre 4 ou 5 grands centres. Vous avez Munich, Berlin, Hambourg, Cologne, et puis 2 ou 3 autres. Paris, la France, c'est Paris. C'est Paris principalement à 80%, et des petits centres régionaux, mais beaucoup moins importants que les centres allemands. Si on pouvait, nous, espérer quelque chose, c'est un peu copier les Allemands au niveau des régions, d'avoir des régions plus fortes dans le domaine du cinéma. Ça apporterait un peu plus de variété, un peu de diversité. On a fait des progrès, mais enfin, on est très loin de la richesse de l'intervention des Länder allemands. Ça, c'est lié aussi à la structure de l'État allemand qui est quand même très qui est fédéral. Et sur le système fiscal, lequel a votre préférence entre les deux crédits d'impôt? Le crédit d'impôt allemand est plus large. Hein. Il est plus large parce qu'il peut... Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il combine l'intérêt de faire venir une production sur le territoire allemand avec la possibilité de coproduire le film. En France, le crédit d'impôt est avant tout défensif, c'est-à-dire qu'il est pour retenir la production en France. Mais en revanche, il n'est pas, pour le moment, encore dessiné pour faire venir... on ne peut pas marier le système du crédit d'impôt international, qui est un système attractif pour les tournages, pour tourner en France, et le système de crédit d'impôt national, qui est défensif et qui quasiment, sauf à avoir 2 producteurs particulièrement ingénieux pour trouver les failles du système, qui permet pas vraiment de coproduire avec un pays étranger. Voilà. Mais est-ce que vous êtes favorable à une fusion des 2 crédits d'impôt en France pour un peu... Moi, je pense que nous avons intérêt, que au sens large, l'industrie française a intérêt à être plus proche du système allemand.
Et en termes de coût du travail, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est gênant d'avoir un coût du travail plus élevé en France? Au niveau des salaires des grands techniciens, c'est à peu près la même chose. Ce qui fait la différence, ce sont les charges sociales. Les charges sociales françaises sont, quand on fait un budget, surtout sur des films de budget petit et moyen, où la charge de main-d'œuvre est particulièrement importante dans le budget du film, le poids des charges sociales françaises est toujours un problème. Et donc, nos partenaires étrangers, pas seulement les Allemands, essayent de minimiser le poids de ces charges qui sont, pour eux, des choses qui ne vont pas sur l'image. Mais ça fait partie de la structure de notre politique de l'emploi et on ne peut pas y changer grand-chose. Mais c'est vrai que, alors là, je ne parle pas seulement des rapports avec l'Allemagne, moi j'ai du mal, faisant beaucoup de coproduction. Quand vous êtes sur un très gros film, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand vous êtes sur un budget petit et moyen, on arrive... On le fait parce qu'on a des obligations vis-à-vis du CNC, mais on n'arrive pas souvent à placer des techniciens français alors qu'on aimerait le faire, à cause du poids des charges sociales. Donc ça vous incite à délocaliser les tournages en Allemagne ou certaines parties du tournage? Non, on ne cherche pas à délocaliser à cause de ça, mais si vous voulez, si vous avez un poids de main-d'œuvre très important, si vous avez une masse de figuration très importante dans votre film, etc., à la fin, les différences au niveau du budget sont considérables. Mais elles peuvent atteindre, sur un petit budget, comme vous disiez, elles peuvent atteindre quel pourcentage ces différences? Si vous avez un pourcentage de charges sociales en Allemagne qui est aux environs de 30, même moins, 25, 22%, hein. Oui, voilà, et nous on est à plus de 60. Hein. D'accord. Et on a parlé ce matin du mini-traité qui a été créé au début des années 2000. Est-ce que vous êtes content de son fonctionnement? Je trouve que le mini-traité a été essentiel dans le développement des coproductions. Il y a beaucoup de films qui ne se seraient pas faits sans le mini-traité, ça c'est sûr. Ça a beaucoup changé, c'est tellement vrai que les Italiens nous supplient de créer la même chose en ce qui concerne les rapports avec l'industrie italienne. Ça a été totalement décisif parce que moi je me souviens d'une époque, étant un peu ancien, où on ne faisait pas grand-chose avec l'Allemagne. Ça a déclenché tout un réseau de relations qui n'existait pas. Donc pour vous, le mini-traité a eu un effet vertueux d'amplifier la coopération, les coproductions franco-allemandes? Oui, absolument, ça a été décisif. Et c'est ce que vous pensez aussi, Nicole? Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de coopération maintenant. Ça a beaucoup aidé. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est un peu plus coordonné entre les deux pays. C'est-à-dire, en fait, que de soumettre un dossier, le traitement, comment c'est perçu, en fait, la récupération, etc., en fait, est égal dans les deux pays. Parce que là, pour l'instant, c'est complètement différent. Et ça complique parfois aussi, même au niveau de dépôt de dossier, parfois c'est compliqué parce qu'il y a d'autres éléments qui sont impératifs en Allemagne et qu'il faut déposer à la date du dépôt qu'en France. Alors du coup, on commence à discuter entre producteurs, qu'est-ce qu'il faut avoir absolument en fait, à une certaine date, et c'est pas la même chose. Et à chaque fois, on discute parce que apparemment, les deux systèmes sont pas pareils et les membres de la commission ne voient pas les choses de la même manière. Merci. Anne, donc vous êtes directrice de production, vous avez travaillé sur de nombreuses coproductions franco-allemandes. Vous, quelles sont les grandes différences que vous voyez entre la façon de travailler en France et la façon de travailler en Allemagne? Moi, je vois surtout la structure de la production française et la structure des Allemands. C'est un peu différent dans certains départements. On en a parlé tout à l'heure, assistant mise en scène et le régisseur général en Allemagne, ils ont des fois plus ou moins la même chose à faire. En Allemagne, la régie, ils font la feuille de service et le plan de travail. Si c'est un film allemand, c'est leur tâche à faire. Et alors, dans les coproductions, il faut savoir comment on change, comment on fait le déroulement, comment on peut organiser d'une manière
autres. Et on évoquait tout à l'heure le problème de la confiance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le cadre des coproductions auxquelles vous avez participé? Oui, c'est vrai, je l'ai rencontré, mais il faut des fois c'est difficile à persuader les autres, les Français, d'avoir confiance en la personne qu'on leur propose. Et ça dépend. Des fois ça marche, des fois on ne réussit pas. Pourtant on est persuadé que c'est une bonne personne. Et est-ce que pensez-vous que la reconnaissance de votre métier est identique en France comme en Allemagne, dans chacun des deux pays? Moi, je pense que oui. Moi, je vois pas de la différence. Je l'ai pas ressenti, je veux dire. Il n'y a pas de différence. Enfin, vous ne ressentez pas de différence que vous travaillez pour la France ou pour l'Allemagne, Non. pour des productions françaises ou allemandes? En fait, j'ai jamais travaillé pour les productions françaises, mais pour des coproductions. Coproduction, oui. En tant que directrice de production de côté l'Allemagne. Et est-ce que vous avez constaté une dégradation générale des conditions de travail d'un point de vue financier au cours des dernières années? Et est-ce que si c'est le cas, c'est plus fort dans un pays ou dans l'autre? Je crois les dernières années quand même, c'est devenu plus difficile, le financement que je ressentis. Moi, je fais pas partie, je travaille pas pour le financement et quand je commence à travailler, c'est déjà fait ou ça se fait pas et c'est repoussé. Mais les dernières années, j'ai quand même ressenti que c'est devenu plus difficile. Beaucoup plus de projets qui sont repoussés, qui sont annulés que les années avant. Là, vous parlez en général ou plus spécifiquement pour un pays? En France, je n'ai pas trop de connaissances, en fait. Je ne sais pas. Vous savez pas? Non, je vois pour l'Allemagne, c'est le cas. Mais il y a quoi? Il y a beaucoup de projets qui sont annulés oui. ou reportés? Oui, c'est la même chose en France. C'est la même chose en France. Oui, Nicole, vous voulez dire quelque chose? En Allemagne, c'est surtout lié à une grande difficulté qu'on a eue il y a 2 ans, 3 ans en fait, avec la chaîne publique, qui était le plus grand acheteur en fait de tous les films qui ne sont pas les grosses comédies, en fait, plus des films RSC. Voilà, pas les films prime time, comme on dit. Et ça a fait qu'il y avait un grand partenaire en fait, qui avait disparu. Ça fait quand même trembler pas mal en fait notre industrie parce que du coup il y a déjà très peu de chaînes de télévision en fait qui financent et il y avait le plus grand partenaire qui était plus là. Mais il avait complètement disparu ou il a juste baissé? Le problème en fait, il avait un énorme problème de budget, il avait dépensé beaucoup trop. Et du coup, il avait arrêté complètement en fait, de faire des préachats ou des coproductions en fait, pour déjà se réorganiser. Et il recommence petit à petit. Mais surtout, en fait, il a changé un peu les projets en fait, qu'il soutient. C'est-à-dire, là, il cherche plutôt maintenant des projets comédies qui passent à 20h15 en fait en prime time à la télé et moins des films un peu plus difficiles. Un peu plus difficiles, voilà. Et du coup, en fait, maintenant, c'est plus parce qu'on a un autre système, on a comme France 3 ici, en fait, on a dans chaque land, en fait, on a une chaîne publique, mais ça apporte beaucoup moins de financement que la des ghettos. En fait, c'était la des ghettos, le groupe pouvait apporter avant. Alors, du coup, ça a baissé aussi automatiquement les budgets et on rencontre maintenant le fait qu'on fait des films pour beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais les budgets ont vraiment significativement baissé. C'est-à-dire que le budget moyen, vous avez une idée de ce qu'il est aujourd'hui en le devis moyen en Allemagne? Moi, sur la totalité, je dirais c'est autour de 2 millions le budget moyen. Parce qu'il y a beaucoup de films qui se font même à moins qu'1 million, qui se font même sans chaîne. Juste avec des fonds publics et des mises en participation. Mais en général, en fait, le budget était toujours un peu moins élevé qu'en France. D'accord, merci.
Esther, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes costumière, donc allemande, basée à Paris. Vous avez travaillé donc, sur de nombreuses productions. Quelles sont les différences que vous voyez quand vous travaillez sur un projet français ou sur un projet allemand? Alors, moi, je trouve que, point de vue professionnel, c'est environ pareil. Par contre, les tournages sont beaucoup plus longs. Je parle de long métrage. En France, on a beaucoup plus de jours de tournage. Les journées sont beaucoup plus courtes. On travaille très concentré. En Allemagne, les journées sont super longues et le metteur en scène a beaucoup moins de temps pour son travail. En France, on voit plutôt l'aspect artistique. Le metteur en scène est plutôt un artiste et on lui donne son temps. Et pareil, pour les costumes, c'est considéré plutôt artistique ici. En Allemagne, il s'agit plutôt de combien est-ce que je dépense à la fin de la journée. Donc c'est plus un poste de coût qu'autre chose, quoi. Oui, et c'est organisation, etc., etc. Et artistique, oui, bon, ça devrait être artistique en plus, quoi. Donc vous dites qu'en fait la reconnaissance de votre métier est plus forte en France je trouve. qu'en Allemagne. Et ça, c'est systématique sur tous les projets ou Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des metteurs en scène qui s'intéressent beaucoup à ce travail aussi, qui me soutient. Mais en gros, en général, on pourrait dire ça. Et est-ce que voyez-vous une différence en termes de salaire? Oui, il y a malheureusement... alors, en France, je gagne plus sur des longs métrages. C'est plus facile aussi d'avoir son salaire. En Allemagne, c'est très difficile de l'obtenir. Vous dites que c'est très difficile d'être payé? Mais bon, on est payé, mais on est moins payé. Et aussi, je vois une très grosse différence entre hommes et femmes. Un directeur de production donne facilement plus d'argent systématiquement à un homme. Je vois ça malheureusement. Ça, vous pouvez me le confirmer, Anne? Non, en Allemagne. En France, je rencontre moins ce problème. Ça, vous trouvez que c'est spécifique à l'Allemagne? C'est ce que je rencontre. Et Anne, vous avez peut-être un commentaire à apporter là-dessus en tant que directrice de production? Je ne vais pas vous bloquer, non, c'est juste pour... Moi, je ne pourrais pas constater ça, non. Non, j'ai réfléchi entre différences hommes et femmes. Et moi, je trouve en Allemagne, surtout en Allemagne, c'est plus égal qu'en France. Beaucoup plus de femmes qui travaillent dans les métiers, même dans la directrice de production. Il y a beaucoup plus, je crois, que je le vois en France. Mais bon, c'est intéressant, je vais réfléchir. Oui. Mais je sais ça aussi par des directeurs de production qui me disent on sait que c'est injuste, mais c'est comme ça. Et en France, c'est un problème que vous ne rencontrez pas? Ou moins? J'ai pas rencontré ça, j'ai pas ressenti ça ici. Et est-ce que vous avez constaté aussi au cours des dernières années une dégradation Oui, forte. Mais plutôt forte en Allemagne ou plutôt forte partout? Il y a très peu de travail en France, il y a très peu de travail en Allemagne. Mais la différence est qu'en Allemagne, s'il n'y a pas de travail de cinéma, on peut faire de la télé. Par contre, en France, c'est quasiment impossible parce que ça ne se mélange pas ici. C'est très mal vu ici de travailler pour la télé. Par contre, en Allemagne, il y a tellement peu de grosses productions que si on ne travaille pas de temps en temps aussi pour la télé, on ne peut pas survivre. Et c'est pas mal vu. Et aussi, il y a des téléfilms, je ne parle pas des séries, mais des téléfilms de très haute qualité, plus qu'en France. D'accord. Et est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire du respect des conventions collectives en France comme en Allemagne? C'est un sujet aussi qu'on a abordé ce matin. Oui, moi je trouve que c'est environ pareil. Si on travaille sur des très gros films, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des tout petits films avec très peu d'argent, c'est pas respecté, ni ici ni en Allemagne. Comme ça, c'est clair. Est-ce que la barrière est-ce que vous estimez qu'il y a une barrière de la langue? Enfin, vous avez la chance de parler français parfaitement. Pour moi, il n'y a pas vraiment une barrière de la langue, mais c'est une barrière de la culture et de la mentalité. Et de la mentalité. C'est une barrière de la... Oui, c'est ça. Les Français, quand les Français doivent aller tourner en Allemagne, ils ont l'impression d'aller dans le troisième monde. Tiers-monde, on dit. Tiers-monde, pardon. Et c'est une méconnaissance des deux peuples, en fait. Les gens ne voyagent pas suffisamment.
et dans la façon d'aborder le cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Vous pensez encore qu'il y a une différence entre les Français qui sont plus artistiques, entre guillemets, et les Allemands, ou ça c'est quelque chose que vous ressentez ou Bon, je pense que ça dépend vraiment du metteur en scène. Alors Mathieu, je me tourne vers vous. Donc vous avez tourné sur assistant réalisateur sur La Belle et la Bête. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce tournage qui a duré, je crois, assez longtemps? Pour l'ampleur du film, c'est pas très très long pour un tournage français. Enfin, en tout cas, c'était aux environs de 55 jours, je crois, plus de la deuxième équipe. Donc ça a été très intense. Non, moi en fait, j'ai envie de dire que moi j'aime bien partager les coproductions. J'en ai fait plusieurs avec plusieurs pays et je trouve que c'est très enrichissant. Et travailler en Allemagne, ça a été le cas. Alors après, il y a toujours les clichés. On tombe sur des personnalités qui coincent un peu, mais ça peut être côté français comme allemand. Mais finalement, on arrive à travailler ensemble sur le projet. Je veux dire, il y a une osmose qui s'est très bien créée. Il y a eu quelques grains de sable, mais c'était des personnes identifiées assez vite par tout le monde, des deux bords d'ailleurs. Du coup, la chose s'est faite comme il faut en fait. Voilà. Donc, est-ce que vous diriez que ça a été plus difficile ou plus compliqué de travailler avec des techniciens allemands ou pas spécialement? Ou c'était plus des problèmes des personnalités et non pas en fonction de leur culture? Non, mais au-delà des problèmes de langue, on en a parlé déjà. Effectivement, en France, c'est un peu compliqué avec la langue anglaise qui permet de communiquer. Voilà. Mais au-delà de ces problèmes de communication, qui pour certains comme techniciens français sont une sorte de barrière à franchir. C'est une grosse barrière déjà. Oui. Mais il y a eu une vraie envie de faire ce film partagé par tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a un sentiment où la différence, c'est quand on fait un film en coproduction, quand on est français et qu'on va à Berlin, c'était le cas, donc il faut tourner tout ce film en studio, en partie presque 90% du film en studio. On se retrouve finalement en tant que Français à être parti là-bas pour une période de 2, 3, 4 mois. Et donc on vit le film différemment parce que forcément nous on est dans le film 24/24, on est avec la famille, avec Skype le week-end, le soir, mais finalement on est complètement en immersion dans le film. Donc la différence elle se situe là, c'est que les techniciens allemands ils rentrent chez eux, ils vivent le film différemment de nous qui sommes complètement plongés dans le film. Donc la différence parfois elle se fait là, mais elle se fait simplement par cette différence-là en fait. Parce que vous étiez vous-même délocalisé. Voilà. Ouais. Voilà. Mais est-ce que vous diriez que les Français en général sont plus attachés au projet ou c'est un peu cliché de dire ça aussi? Je pense que c'est cliché, mais c'est parfois la sensation que j'avais. Mais encore une fois, je pense qu'il faut pas. C'est comme en France. D'ailleurs, on a le même. Il y a certains films. J'ai eu l'occasion de faire des films avec des petits budgets qui pourraient pas se faire à Paris, mais qui se sont très bien faits en province, parce que le fait d'être délocalisés tous ensemble et d'être dans cette énergie-là, on arrive à produire un film ensemble, en étant plus dans le film. Alors que, voilà, c'est peut-être, finalement, la différence, elle se joue peut-être là, en fait, tout simplement. Mais j'ai l'impression que tout le monde était... alors, après, ce qui manque aussi parfois, c'est que, je remarque, et c'est peut-être une parenthèse, c'est que de moins en moins... on a l'occasion de voir des rushs du film pendant les tournages, ça, c'est ce qui galvanise, mais même en France, ce qui galvanise les équipes. Et quand on a l'occasion de faire une projection d'un petit bout monté à l'équipe, et ben, tout d'un coup, ça ressout tout le monde. Et ça donne l'effet de booster parfois dont on a besoin quand on est assistant pour mener les journées. Voilà. Et est-ce que vous trouvez que le travail dans les studios, donc vous étiez à Babelsberg, je crois, pour Oui. La Belle et la Bête, est-ce que vous trouvez qu'il est organisé différemment entre la France et l'Allemagne? C'est-à-dire différemment Dans l'organisation du travail, comme il y a une unité de lieu, en fait, on allait d'un plateau à un autre, puisqu'on était soit en fond vert, soit en fond bleu, parce que l'actrice avait une robe verte ou bleue, donc fallait... Bon. Et puis des décors qui changeaient aussi, mais
au final, on a une sorte de routine, effectivement. Mais non, je n'ai pas trouvé que... j'ai pas eu l'occasion de faire ce genre de film en France. Donc, ouais. Vous voyez pas de différence notable entre les deux? Il y a peut-être l'approche par rapport au propos du film, au sujet, voilà, qui était un film assez français. Mais c'était plutôt une expérience très positive. Comme souvent les coproductions, et peut-être plus avec l'Allemagne qu'avec d'autres pays d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de... Pourquoi? Parce que je pense qu'on a plus de connexion. J'ai l'impression que le système allemand se calque un peu sur le système anglo-saxon, mais avec des particularités qui nous sont un peu plus proches, j'ai l'impression. Et alors que les anglo-saxons sont assez psychorigides par moments sur certaines je dirais, dispatching du travail sur le plateau. Donc le système allemand, ce serait un bon mix entre le système anglo-saxon et le système latin? Peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, il y a eu un effort partagé justement d'échanger. Et c'est ça qui était intéressant. Et Antoine, de Clermont-Tonnerre, vous partagez ce point de vue, cette espèce de mix du système allemand? Non, il est finalement assez proche du nôtre. Disons que, mais je ne voudrais pas rentrer dans les clichés habituels. Disons que la notion de planification de studio en Allemagne est peut-être plus rigoureuse qu'en France, quoi. C'est-à-dire que s'il faut changer le plan en cours de route, c'est un peu plus compliqué en Allemagne qu'en France. Voilà. Mais sinon... Ça veut dire qu'il y a un fond de vrai dans les clichés? Comment? Il y a peut-être un fond de vrai dans les clichés? Sur ce plan-là, oui, il y a le cliché, il existe un peu, parce que c'est vrai que l'efficacité de la production allemande, elle est très efficace. Elle trouve un peu sa limite parfois, dans la mesure où parfois il faut réagir, changer de plan, réagir, et là, disons que c'est parfois un peu plus compliqué qu'en France. Nous sommes habitués peut-être un peu trop facilement à changer de plan en cours de route. Donc c'est tout, mais c'est encore une fois sur des clichés, il ne faut pas trop insister là-dessus. Une fois qu'on le sait en plus, on sait très bien comment régler le problème. Nicole, c'est un point de vue que vous partagez? Moi, je pense que, en fait, avant tout, il y a des personnes. Après, voilà, en fait, je pense pas qu'on peut dire que voilà, les Allemands sont comme ça, que les Français sont comme ça. Moi, sur la religieuse, j'ai remarqué, on avait une équipe lumière entièrement allemande qui était vraiment très rigoureux et très dans l'anticipation. Ce qui était pour ce film qui se tournait en chronologie vraiment primordiale parce qu'on changeait tout le temps en fait le décor et finalement le réalisateur était très très content de cette équipe-là parce qu'ils étaient très bosseurs. Et c'est lui-même qui disait qu'il n'a jamais vu ça en France. Alors du coup, je ne sais pas en fait, parce que parfois j'ai l'impression que peut-être les Allemands s'impliquent encore un peu plus en fait quand ils travaillent sur des gros projets, parce qu'on a moins peut-être aussi en Allemagne de ces grands films. Gros projets, ouais. En plus costumes, les films en costume. Je pense que c'est un peu ce que les Français ont découvert aussi avec les Belges, quand ils ont commencé à faire les coproductions avec la Belgique, que voilà, il y avait encore peut-être les équipes n'étaient pas encore si saturées en fait. Je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore une autre énergie qui fait qu'on fait des efforts. En fait, on essaye de rendre tout possible et voilà, on bosse beaucoup. Et j'ai une question pour Esther. Vous disiez que la reconnaissance de votre métier était différente entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que c'est le cas pour les autres métiers sur un plateau? Non, je pense que c'est spécialement costume et peut-être aussi décor que on donne plus de valeur ici, j'ai l'impression. On a beaucoup plus de soutien par tout le monde. Tous les créateurs de mode me soutiennent. Si je fais un film en France, en Allemagne et tout ça, c'est plus difficile.
Parce qu'ici, on regarde tout ça comme patrimoine culturel, etc. Et en Allemagne, il y a une absence de ça. Et vous êtes d'accord ou pas là-dessus, Anne, sur cette histoire de reconnaissance entre les médias, notamment au niveau du métier de costumière? Oui, je crois que c'est vrai ce qu'elle dit. Je le ressens aussi, c'est un peu pareil. Et oui. Est-ce que vous pensez que c'est le cas pour d'autres métiers ou pas particulièrement? Les autres, il y a un aperçu différent de lumière et éclairage et machiniste, un petit peu, qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont conçus un peu différemment en Allemagne et en France. Par exemple, la sécurité assurée par les électros en Allemagne et en France par les machinistes. Ça, c'est un peu différent que je vois. Et ça se pose des fois un peu de problème si on par exemple, en France, on ne peut pas amener un chef électro en Allemagne, en France, parce qu'ils n'ont pas de bijoux. Ok, sorry. Vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire pour... Oui, par exemple, dans le système français, il y a le chef électro, il a toujours une bijoute. Alors, on ne peut pas, pour un film français, on ne peut pas emmener un chef électro d'Allemagne parce qu'il n'y a pas de bijoute et on ne peut pas le louer en France. Ça, c'est des petits problèmes qu'on retrouve dans les coproductions. Pour la machinerie, c'est pareil. Et Antoine de Clermont-Tonnerre, est-ce que vous pensez qu'il y a des incompatibilités fortes entre l'Allemagne et la France? Des incompatibilités? Non, aucune. Je parle de cinéma. Je dois en être à ma 12e coproduction, donc s'il y avait eu une incompatibilité, on le saurait depuis longtemps. Non, au contraire. Moi, je pense que la coproduction franco-allemande a de beaux jours devant nous, qu'on a vraiment appris depuis 20 ans à travailler ensemble, alors qu'on venait quand même de systèmes profondément différents au départ, et qu'on a même du plaisir à travailler ensemble. Et moi, je vois vraiment rien de noir, rien de problématique, rien de sérieusement problématique dans les rapports entre les deux pays sur ce plan-là, en tout cas. Merci. Je pense qu'il est temps de passer aux réactions dans la salle. Oui. Allez-y. Bonjour, Franck Barbian, je suis chef opérateur allemand vivant en France, à Paris, depuis 20 ans. Je suis également intervenant à l'atelier Ludwigsburg Paris. Nous avons pas mal parlé de mixité des équipes, de retour d'expérience. Je voulais vous proposer un petit retour d'expérience d'intérieur, d'un technicien comme moi qui a essayé justement d'expérimenter entre les deux pays. Après mes études, je suis venu il y a 20 ans en France justement pour vivre cette expérience. Alors travailler entre les deux pays, pour moi qui était issu d'une famille franco-allemande, je voulais faire le pont et je voulais rassembler l'expérience que j'ai pu faire en Allemagne et celle que j'ai pu faire en France. J'ai tourné assez rapidement mes premiers films avec des réalisateurs comme Fatih Akin, Winfried Bonengel. J'ai eu des films ensuite à Locarno, Venise et Cannes en compétition. Mais il faut dire que malgré beaucoup de courts-métrages que j'ai pu tourner aussi en France, c'est quand même assez difficile de faire valoir une expérience ou un savoir-faire de l'Allemagne en France. Il y a quand même des réticences, il y a aussi des préjugés, et par exemple le préjugé assez fameux des images vertes d'Eric, ça je l'ai rencontré pas qu'une seule fois. Donc, c'est pas tout à fait glorieux, il y a un certain chemin encore à faire, et je vais vous soumettre une expérience particulière qui va vous démontrer. Ce matin, vous avez parlé de la bonne expérience du film de Stéphane Roblin, Si on vivait tous ensemble, une coproduction franco-allemande qui
finalement rester au stade de cofinancement franco-allemand, parce que alors le souhait de Peter Rommel, le coproducteur allemand, était que ça soit une vraie coproduction au niveau créatif. Donc il m'a contacté il y a quelques années pour me présenter aux producteurs français, parce que les deux s'étaient mis d'accord qu'au niveau des postes créatifs, il faudrait qu'il y ait une vraie mixité. Alors tout ça aboutit à un seul poste. Ils se sont mis d'accord que le directeur photo devait être allemand pour avoir une certaine influence sur le projet ou pour avoir une vraie mixité. Finalement, j'ai rencontré Christophe Branchet, excusez-moi, et on a parlé, et la prochaine étape aurait été, selon le souhait des deux producteurs, que je rencontre le réalisateur. Cette rencontre ne s'est jamais faite, et de cette rencontre, il en est sorti strictement rien. Alors même pas une réaction, même pas une critique de ma bande démo que le producteur et le réalisateur n'avaient même pas vu. Finalement, ça peut très vite se heurter à un phénomène qui est assez français, qui est le copinage. C'est qu'on préfère travailler avec les gens qu'on connaît depuis l'école maternelle, je polémique un peu, excusez-moi, mais quelque part, il y a quand même un certain chemin encore à faire dans la tête. Parce qu'on n'admet pas qu'on a encore un certain rejet, un certain refus, certains préjugés, parce que très souvent, on ne regarde même pas le travail d'un technicien qui peut apporter, et on préfère travailler avec quelqu'un qu'on connaît. Mais vous dites que cette rencontre n'a pas abouti à cause des préjugés et à cause du copinage, c'est ça ? Alors le producteur, M. Branchet, m'avait fait part d'un seul petit souci qui probablement pourrait se heurter à ce projet, c'est que la productrice de chez Pathé avait proposé un directeur photo de son entourage. Et ce genre de raisonnement, je l'ai assez souvent rencontré en 20 ans. Est-ce que quelqu'un veut répondre au panel ? Lorsque vous évoquez des questions qui sont importantes, les questions de préjugés, les questions de mixité dans la constitution des équipes, est-ce que, Nicole, par exemple, c'est des choses auxquelles vous avez été confrontée ? Oui, tout à fait, en fait, parce qu'on a eu la même discussion à peu près aussi sur la religieuse. On a fait une présélection de chefs-op allemands et on en a beaucoup quand même qui sont très, très réputés, confirmés, bien, pour finalement entendre que le choix était mis sur un Belge avec qui le réalisateur avait travaillé avant. Mais je pense que là, c'est pas dans les mains de producteurs forcément, parce qu'il y a aussi tout d'abord un choix du réalisateur en fait, qui effectivement a peut-être déjà travaillé avec certaines gens et qui a envie de travailler avec eux, qui veut pas se soumettre à des obligations, des effets financiers qu'il faut respecter en fait quand on fait une coproduction. Et effectivement, il y a des postes où c'est plus simple de changer, qui sont pas aussi proche du réalisateur que sur d'autres. Et le chef-op, je pense que c'est un poste très important, toujours, pour un réalisateur. Et dans ce cas, je peux comprendre, en fait, que... Non, mais ça c'est un cas tout à fait acceptable. Évidemment, un réalisateur a le choix de son chef-op. Mais déjà, il faut qu'il le rencontre. Déjà, il faut que le producteur ou le réalisateur, quand il veut choisir son directeur photo, il regarde ce que quelqu'un a proposé. Et ça, très souvent, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas fait l'école maternelle, je polémique encore, vous ne passez même pas le téléphoniste au standard. Et Antoine de Clermont-Tonnerre, vous avez une réaction ? Non, je n'ai pas de commentaire particulier à faire parce que je ne connais pas bien la production en question. Et bon, sur chaque film, il y a des choix de techniciens qui obéissent à plusieurs types de causes. Peuvent venir du producteur, peuvent venir du réalisateur, peuvent venir du partenaire, du coproducteur. Et c'est une discussion. Et je crois, enfin, le copinage, il existe partout. Hein. Je veux dire que si on est amis ou copains, si on a confiance en quelqu'un avec qui effectivement on a fait ses classes, ça existe hein, dans la vie. Donc
Mais je ne suis pas sûr que ça existe plus en France qu'ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a une autre Oui, madame. Oui, en fait, j'ai deux questions. L'une à Antoine de Clermont-Tonnerre, vous disiez que un des domaines où ça bloquait, c'était le scénario. Et je me demandais s'il y avait il y avait un moyen de dépasser cette différence d'approche un peu fondamentale au niveau du scénario entre les Allemands et... Non, ce que je disais simplement, c'est que si on regarde l'histoire des rapports entre France et Allemagne en termes de coproduction, vous voyez rarement, il y a sûrement eu des cas où ça s'est bien passé, et j'en connais, mais de manière générale, vous mettez deux scénaristes qui ne se connaissent pas, vous les mettez ensemble, un Allemand et un Français. Ce que je disais simplement, et ce qui est finalement assez, si on réfléchit un peu, assez simple à comprendre, c'est que c'est quand même un peu plus compliqué que si vous mettez un Italien et un Français. Oui. On n'a pas la même structure de pensée, on n'a pas la même approche. Et voilà. Et ça, je l'ai vécu intensément sur un projet que nous avons essayé de monter avec une amie allemande. On a mis deux scénaristes en face l'un de l'autre et au bout de 3 mois, on a renoncé parce que ils se comprenaient simplement pas. Et voilà. Et alors, quand vous avez un réalisateur allemand francophile comme Schlendorf, par exemple, qui travaille avec Jean-Claude Carrière, il n'y a aucun problème, ça va de soi. Hein. Oui. Vous avez heureusement les exemples qui confirment la règle. Et l'autre question, c'était pour Mathieu Delamortière. C'était est-ce que le metteur, Christophe Gans, est-ce qu'il se sentait quand même en terrain étranger? Est-ce que c'était difficile pour lui d'être un metteur en scène français en Allemagne J'ai pas senti que ça avait l'air difficile pour lui, en tout cas, ça ne transparaissait pas. Non, tout le monde s'est rassemblé autour de lui. J'ai pas eu ce sentiment-là. Le film était compliqué parce qu'il fallait le faire rentrer dans une durée assez courte pour l'ambition du film. Mais au-delà de ça, non, pas particulièrement, parce qu'on était en Allemagne. Au contraire, je pense que les studios, le fait d'être en studio, d'être dans cette ambiance un peu, en plus de Babelsberg et de cette image de ces studios super, là, franchement, ça a été plutôt bénéfique. Parce que madame, vous disiez que c'était pas évident pour un metteur en scène, justement, parce que les journées étaient plus longues, mais en même temps, il y avait moins de temps. Non, vous disiez pas ça, que le metteur en scène avait moins oui, de... en Allemagne en général, mais pour des films allemands. Je parlais pas, ça, c'était un film français qui était tourné en Allemagne, mais il n'avait pas les conditions comme un film allemand. Il avait des conditions françaises, quoi. D'accord. On était sur une base de 10 heures, du point d'arrivée au point de départ. Donc finalement, en France, c'est à peu près pareil, parce qu'en France, on compte les heures. Enfin, suivant l'ancienne convention, on comptait les heures de tournage. Du coup, si on enlève la prépa et le remballage, on arrive sur les mêmes durées finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, monsieur là-bas. 2 personnes. Oui, je suis intervenu sur le même sujet tout à l'heure, mais je voulais juste rappeler par rapport à ce que M. de Clermont-Tonnerre disait par rapport au crédit d'impôt défensif, le crédit d'impôt audiovisuel, qu'en fait, il est tout récemment ouvert aux coproductions et à partir d'un financement étranger de 30%. Donc ça, normalement, ça devrait ouvrir des possibilités très intéressantes. Mais donc, le défensif est devenu aussi attractif, si on veut. Est-ce que, quand vous dites que les 30%, enfin, ce que j'en sais, moi, hein, mais peut-être que vous en savez plus que moi, les 30%, c'est pour les films à moins de 4 millions. C'est l'extension du crédit d'impôt national à 30% des dépenses françaises, c'est pour les films à petit et moyen budget. Hein? En fait, le 30% n'est pas basé sur les dépenses ou même la part de copro, c'est basé sur l'origine du financement. Donc, les copros, autant que je sache, c'est à partir de 20%. Enfin, celle que je connais, moi, avec le Canada, c'est à partir de 20%. Mais le système de points que nous avions, qui fait qu'on devait avoir 38 points sur 40 dans la coproduction, est toujours là, à ma connaissance. Oui, ça a besoin d'être adapté, évidemment. Ah oui, le CNC a besoin de faire un travail là-dessus. C'est ce que je dis. Voilà. C'est ce que je mais dis. le décret ça, c'est très bloquant.
Parce que ça laisse à votre partenaire étranger 2 points sur 40. Donc c'est quand même très restrictif. C'est là que je dis que c'est un peu défensif. Oui, mais il est clair que le CNC est maintenant dans une position où ils doivent adapter leur système parce que c'est une situation qui n'existait pas auparavant et maintenant il faut qu'ils revisent leur barème. Ben, moi, je plaiderais pour que ce soit adapté parce que je pense que ça devrait être calculé au prorata des apports de chacun. Voilà. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, monsieur. Bonjour, Bruno Petit, producteur. Je produis principalement pour la télé et c'est plus une expérience que je vais vous offrir. J'ai produit le dernier téléfilm de Schlöndorff justement pour Arte et c'était sur Guy Môquet, donc un point de vue allemand sur cette histoire. On a tourné le film en France. On partait d'un élan extraordinaire de raconter cette histoire avec 2 points de vue. Et puis on s'est très vite rendu compte que par rapport au crédit d'impôt, il fallait qu'on soit tout de suite défensif, nous aussi pour la télé. Et je pense que dans des journées comme aujourd'hui, il faudrait vraiment insister là-dessus. C'est qu'à partir du moment où il y a un élan de producteurs au départ, ou en tout cas un élan de partage entre 2 pays, qu'on ne soit pas très vite sur des réflexes qui sont « écoute, on ne peut pas du tout mélanger nos équipes ». On ne peut pas tourner ici ou là, on ne peut pas demander à ta monteuse de monter en Allemagne, il va falloir qu'elle vienne en France si elle veut monter le film. Voilà, je me suis retrouvé à échanger sur des points comme ça qui étaient importants puisque Schlöndorff voulait monter avec une monteuse particulière allemande et que si je la laissais monter en Allemagne, je perdais mon crédit d'impôt et que si elle venait monter en France, les landers qui nous aidaient là-bas faisaient grise mine. Donc voilà. Et donc elle a monté où au final ? Eh bien, elle a monté entre les deux, quoi, en fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites, qu'en gros, que le système parfois peut devenir véritablement kafkaïen. Oui, c'est encore un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pourrait partir sur du mini-traité et une vraie envie de producteur de partager 2 ans de sa vie, finalement, pratiquement, je crois qu'il faut, en amont, avoir tout de suite un cadre qui soit défini et qui fasse que les dépenses d'un côté ou de l'autre se rentrent dans le projet. Et puis une autre question au producteur quand même, je voulais voir si finalement cette expérience malheureuse de cette tentative d'écriture en 2 mains entre allemand et français, vous arrêtez complètement d'imaginer un autre projet ou si vous pouviez encore penser qu'on peut mettre 2 auteurs allemands et français en face d'un projet qui serait initié par 2 producteurs par exemple. Encore une fois, il y a des exemples qui confirment la règle. La preuve, c'est qu'à Berlin, il y a encore un film de Volker Schlöndorff, écrit d'après une pièce française, un auteur qui s'appelle Cyril Gély, et qui est en sélection, je crois qu'il est hors compétition, à Berlin, dans la prochaine Berlinale. Donc, mais Schlöndorff, il est à moitié français ou presque. Hein. Il n'a pas la nationalité française, mais il a tellement vécu en France, il a fait ses études en France, il est presque de chez nous. Donc c'est un cas particulier. Pour répondre à votre question, finalement, on a laissé l'auteur allemand faire le script tout seul parce que c'était plus simple et de lui permettre de suivre sa logique jusqu'au bout et sans interférence. Voilà. Écoutez, c'est une grande banalité, mais nous avons des réactions extraordinairement différentes les uns et les autres sur les films. Nous avons coproduit, j'étais modeste coproducteur d'un film qui a eu le mini-traité, qui est le film de Denis Dercourt, réalisateur français, tourné en Allemagne, avec des acteurs allemands, des grands acteurs allemands, souvent venus du théâtre. Et le film vient de sortir, il s'appelle Pour ton anniversaire. Le film n'a pas bien marché en Allemagne. Mais si vous lisez les critiques françaises et les critiques allemandes, c'est extraordinairement différent. Les points de vue exprimés sur le film sont vraiment à des années-lumière les unes des autres. Et quand j'ai vu le film au Festival du film allemand à Paris, où il a d'ailleurs eu le prix du public, alors que sa carrière allemande était terminée, les gens riaient dans la salle, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais vu ce film plusieurs fois au montage, et je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. En fait, les gens riaient à cause, ils riaient dans le bon sens, hein, ce n'était pas du tout de la moquerie, au contraire. La preuve, c'est qu'ils ont donné le prix du public. Ils riaient parce que le jeu très expressionniste des acteurs allemands déclenchait sur le public français
des réactions très amusées. Très amusées. Et des réactions de surprise, parce que c'est un jeu théâtral que nous ne voyons pas beaucoup en France, qui n'est pas du tout dans la tradition des acteurs français, mais au contraire dans la grande tradition des grands théâtres allemands. Et ça, c'était une surprise pour le public français, ce qui fait que finalement le film est sorti en France. Il fait une petite carrière parce que c'est une petite distribution, mais il est sorti avec une très belle presse. Mais si on fait la collection des journaux qui ont été écrits sur ce film en Allemagne et en France, on se trouve dans deux mondes complètement différents. C'est très intéressant. Et Denis Dercourt me disait, moi, et ses producteurs me disaient, mais on ne comprend pas bien certaines de ce que fait de Denis. Je crois que c'est parce que c'est un film français. Et quand vous voyez le film, c'est rien d'un film français. C'est un film allemand. Donc il y a une... Moi, je dis que c'est un film dur. Hein, c'est comme vous. C'est un film qui a été fait au milieu. Et ça fait partie du charme des relations entre Allemands et Français, c'est qu'on a sur la vision des films des réactions très, très profondément différentes. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que dans le cadre de coproduction franco-allemande, en salle, le destin d'un film est le même en France et en Allemagne, où il y a parfois des différences qui sont un film qui marche très très bien en France et pas du tout en Allemagne ou l'inverse? Mais écoutez, les comédies françaises marchent parfois en Allemagne. Regardez Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple. Les comédies allemandes marchent peu en France. Les films allemands qui ont marché en France, c'est des films plutôt avec un arrière-plan politique, les Barbara, La vie des autres. Cette catégorie de films marche très très bien sur la France. En revanche, la comédie allemande populaire en Allemagne, ça fait longtemps que j'en ai pas vu marcher sur la France. Donc on a des réactions différentes. Il y a un humour qui est différent, qui perce moins du côté allemand quand il vient en France que celui de la France quand il va en Allemagne. Ça, c'est un fait, c'est constat, je ne peux pas l'expliquer, simplement le constater. Et Nicole, c'est un constat que vous avez fait aussi sur un film comme La Religieuse, par exemple ? Oui, tout à fait, parce que en fait, on a, dans la règle générale, on dit que un film qui est majoritairement français fait 1/10 dans la salle en Allemagne de ce qu'il a fait en France. C'est à peu près ce qu'on peut constater. Et effectivement, il y a un public qui est complètement différent en Allemagne qu'en France, parce que Barbara, par exemple, ou même Über uns das All, je ne sais pas quel est le titre en français, c'était Jan Schomburg, en fait, le film. Il a mieux marché en France qu'en Allemagne, ce qui est assez étonnant, parce que c'est un premier film qui a correctement marché en Allemagne, mais qui était un plus grand succès en France. Et effectivement, on constate qu'il y a, justement pour... un cinéma, on dit Berliner Schule, ici je pense, il y a beaucoup plus d'intérêt en France pour ces réalisateurs-là qu'en Allemagne. La plupart des films marchent mieux même ici qu'en Allemagne, parce qu'en général, on est plus sur des grandes comédies, sur des sujets en fait, qui sont un peu plus grand public. Que RSC. Alors du coup, on constate que les films en fait qui ont des sujets compliqués ou difficiles en fait marchent moins bien en Allemagne qu'en France. Au niveau de presse, en fait, c'est intéressant aussi parce que la presse a tendance en Allemagne de plutôt casser un film que de le soutenir. Et aussi les réalisateurs, malheureusement, on cherche toujours la petite bête qui ne marche pas, au lieu de dire, voilà, c'est peut-être un film qui était moins bien ou moins réussi que le film précédent, mais bon, en général, c'est un réalisateur quand même qui est exceptionnel, en fait, on le soutient tout le long de sa création. C'est une discussion qu'on a constamment avec les journalistes, parce que ça n'aide pas, les films. Mais c'est compliqué de mettre en place vraiment un système en fait qui dit que voilà, on a des vrais artistes en fait, on y croit et on les soutient même si parfois le résultat est moins bien que. Donc vous préférez les relations avec la critique en France, j'ai l'impression. Oui. Oui, je veux dire ça, oui, parce qu'en fait, je vois que les films en fait, qui sortent dans les deux pays, souvent, la presse est beaucoup plus positive en fait, en France qu'en Allemagne, sur le même film. Merci. Et ce qui s'exporte le mieux en fait, des films français en Allemagne, c'est quand même les grandes comédies populaires, comme on les appelle. Donc c'était Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quand même des films comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres films qui s'exportent bien en Allemagne, d'autres types de films ?
On avait, par exemple, les comédiens qu'on connaît bien comme Gérard Depardieu. On avait Mammouth, qui marchait bien aussi en Allemagne, parce qu'on aimait bien son interprétation. On avait La tête en friche, aussi, encore une fois, avec Gérard Depardieu. Très souvent, en fait, quand c'est des comédiens en fait, qu'on connaît bien, ça marche aussi. Par contre, je dois dire, les grosses comédies françaises, on en avait parlé tout à l'heure, Les Profs par exemple, je ne pense pas que c'est un film qui va sortir en Allemagne. Parce qu'on a quand même aussi une différence. Il y a certains films comme Les Ch'tis en fait, qui peuvent marcher, parce qu'on a le même. Je pense qu'on a la même problématique nord-sud. Nord et sud, ouais. Mais il y a quand même. La comédie en général, je trouve, elle ne s'exporte pas bien dans les différents pays. Ni la comédie française, quand c'est très. Prononcé, ni la comédie allemande, parce que même aussi les autres pays en fait c'est rare qu'on a quand même des grosses comédies en fait qui sortent ailleurs que dans leur propre pays. Il y a vraiment juste quelques exceptions, mais je trouve que c'est pas souvent le cas. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole de nouveau dans la salle? Oui. Bonjour, Dominique Bloch, CST. J'aimerais savoir, c'est pas tout à fait à côté, c'est juste pour aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des accords bilatéraux de coproduction entre l'Allemagne et la Turquie? Et si oui, est-ce qu'on peut tirer un peu d'exégèse de ce que ça a donné? Non, il y a entre l'Allemagne et la Pologne, mais je ne pense pas qu'il y a entre l'Allemagne et la Turquie. Non. Parfois, il y a certaines régions, comme le Medium Board, en fait, qui ont des accords spécifiques avec d'autres pays en fait, qui sont proches de leur région, mais je crois qu'avec la Turquie, on n'a pas d'accord spécifique. Si? Je crois quand même qu'il y a un petit fond, un début, disons, entre Hambourg, Berlin et la Turquie, je crois, mais une idée de co-développement aussi. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça existe. Alors, moi, je voulais poser continuer un peu avec Antoine Clermont-Tonnerre. C'est-à-dire, on a l'impression quand même depuis quelques années que produire un film, ça demande des compétences en termes, à cause du numérique, à cause des coproductions, etc., qui demandent des compétences qui dépassent le côté culturel pur ou amour du cinéma, connaissance du scénario. Mais par exemple, en France, il y a quand même énormément d'une nouvelle génération de producteurs qui sortent des grandes écoles de commerce et qui prennent le film comme d'autres prendraient un autre produit. Et ça n'a rien à voir, mais je continue d'autres petites réflexions, mais pour vous demander ce que vous en pensez. On a été étonnés en préparant ce colloque de voir à quel point, hormis la FEMIS, qui a développé une filière production, en France, on a énormément d'écoles de cinéma privées qui font un travail formidable ou pas, peu importe. En tous les cas, personne ne fait de filière production. Tandis que, à part la FEMIS, encore une fois, tandis qu'en Allemagne, toutes les écoles font une filière production. Voilà. Donc, culturel ou pas, est-ce qu'aujourd'hui, pour être producteur, Antoine, vous avez une grande expérience d'hier, d'aujourd'hui et de demain, est-ce que vous pensez qu'il y a des compétences, oui, économiques, politiques, de réseau, enfin bref, qui sont différentes aujourd'hui et demain qu'hier, pour être producteur? Pardon? Ah, l'ESRA. Bon, alors voilà. Ah bon? Donc on est égaux en filière production entre la France? Non, je crois pas. Ouais. Et je parlais d'école nationale en Allemagne. Ouais. Oui, l'ESRA a effectivement une filière production, il me semble. Écoutez, producteur, c'est un chef d'entreprise, comme toutes les entreprises. C'est avant tout un chef d'entreprise. Seule particularité annexe, c'est qu'il faut qu'il puisse comprendre le monde artistique. Mais c'est un chef d'entreprise qui, d'abord, doit avoir des notions de droit et de comptabilité. Le droit est très important dans notre métier. Il y a beaucoup de juridique.
Donc je ne conseillerais pas à un jeune homme ou une jeune femme voulant faire ce métier de partir sans quelques notions de droit de la propriété intellectuelle en particulier. Et ça, c'est la première des choses. Et puis tout de même d'avoir un peu de formation économique. Mais en même temps, il faut être capable de comprendre un auteur, de comprendre la logique d'un auteur et d'un réalisateur, et d'essayer, non pas de le combattre, ce que je vois certains faire de temps en temps, mais essayer de le comprendre et d'essayer de l'amener à réaliser son projet. Donc c'est un mixte, hein, c'est un mélange. C'est un mélange, mais avant tout, ça doit être un chef d'entreprise. Et les entreprises ont changé, donc il doit s'adapter. C'est votre réponse. Comment ? Les entreprises ont changé. Enfin, je veux dire, par exemple, vous voyez, toutes ces chaînes de télé, tous ces différents interlocuteurs qui sont peut-être plus nombreux et qui demandent donc... Si on veut qualifier effectivement notre métier, moi je dis toujours que je fais de l'ingénierie. L'ingénierie, ça veut dire que je rassemble des financements, je rassemble des compétences et je rassemble des financements. On est des rassembleurs parce que les films coûtent trop cher pour... Ça échappe aux fortunes personnelles. Donc c'est plus l'époque du début du cinéma où vous aviez des gens très riches qui mettaient de l'argent dans les films. Non, on réunit de l'argent des distributeurs, des télévisions, des Sofica ou des coproducteurs étrangers. Donc on fait de l'ingénierie, ça s'appelle comme ça. C'est pas très beau, mais c'est comme ça. Et des deux côtés, donc Allemagne et France, c'est la même manière d'aborder. C'est la même chose quand je dialogue avec mes partenaires allemands. Peut-être qu'un jour on en fera avec Nicole, mais ils auront exactement le même langage que moi. C'est la même chose. On fait le même travail. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, merci de votre écoute et votre participation. On s'accorde... En quelques minutes de pause, peut-être. Oui, quelques minutes de pause. Et allez, on va dire 10 minutes. 10 minutes de pause. Et après, on se retrouve au cinéma. On voit des films et on rencontre Luc Wigbourg, l'atelier Christine Gazarian. Donc 10 minutes de pause et on se retrouve.